À la une ce soir, le dossier de la pêche au menu du deuxième jour de visite d'Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, protection de la ressource et financement de la filière était au programme, vous allez le voir. Le poisson-lion, indésirable à Sainte-Luce, la commune a lancé une opération de capture ce matin afin de protéger les autres espèces marines du récif corallien. Opération également autour des qualités culinaires du poisson. Il fallait lever le ciel, il fallait lever les yeux au ciel pour le voir arriver. Le Père Noël a posé ses pieds sur le sol martiniquais. Nous l'avons suivi, reportage à suivre. Et puis comme tous les dimanches, une ambiance de chanter Noël. Ce soir, un chanter Noël agrémenté de plats bio ou végétariens quand la tradition se met au vert. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Les problématiques de la pêche martiniquaise au menu du deuxième jour de la visite d'Annick Girardin. La ministre des Outre-mer a rencontré les acteurs de la filière ce matin à Sainte-Luce. Ils attendent toujours des engagements fermes en matière de financement et vous allez le voir, peu de réponses ont été apportées. Le reportage de Sandrine Claude et de Loïc Régis. Tous ces établissements, nous devons mieux les accompagner encore pour que sur les questions de formation maritime, on soit encore plus performant. La formation, tout comme les moyens financiers ou le chlordécone, autant de questions auxquelles la ministre des Outre-mer a dû répondre face à des marins-pêcheurs particulièrement attentifs. S'ils avaient jusque-là le sentiment de ne pas être entendus, l'occasion était donnée aujourd'hui de faire remonter leurs difficultés du quotidien. Il n'y a personne qui fait rien pour nous, quoi. Alors on se démerde. Même moi, je suis un jeune marin-pêcheur et j'ai pas d'abri, j'ai rien pour mettre mes cycles de pêche. Alors on a besoin de quelque chose, quoi. Au-delà de ces problématiques, il y a tout de même les bonnes initiatives, comme la création de cette application smartphone. Elle devrait faciliter la tâche des marins-pêcheurs. Il faut écrire le taux de capture, il faut écrire l'heure où on est parti, l'heure où on est arrivé, le nombre de kilos qu'on a pris et tout. Et au moment où on va faire la vente, l'heure où on va faire la vente et tout. Maintenant, on a les smartphones, on a un peu de tout, donc je pense que c'est plus nécessaire au lieu de descendre directement pour aller remplir avec un bic. Ça va avancer un peu plus avec ça. Bien que satisfait d'avoir enfin pu échanger avec un représentant de l'État, le comité de pêche reste aujourd'hui prudent sur la suite des événements. Les pêcheurs s'emmerdent avec un problème du URSSAF. Il faut qu'on règle ça définitivement. On a commencé à le faire, mais il faut une aide politique. Donc je pense qu'elle a compris le sens. Deuxièmement, il faut que le fassent tous les fonds européens démarrent. Donc souvent, on dit que c'est la collectivité, mais là, c'est un problème de convention, c'était un truc d'administration. Je serais satisfait lorsque j'aurais vraiment vu le bout du tunnel pour la pêche. Aujourd'hui, je ne me contente plus d'annonces, je veux voir de la réalité. Macron a dit en Guyane qu'il n'était pas le Père Noël. Je suis sûr qu'elle ne sera pas le Père Noël. Avec cette visite, Annick Girardin a souhaité réaffirmer la présence de l'État auprès des travailleurs de la mer. Elle estime le milieu maritime encore trop peu développé sur l'île. Tout le monde connaît ma volonté de développer toutes les activités liées à la croissance bleue, parce que j'y crois. Et la pêche en fait partie, comme l'aquaculture d'ailleurs. Et nous devons mettre tous les moyens dans les territoires d'outre-mer pour développer ce secteur d'activité. Et donc c'est ce que nous allons faire avec les services de l'État pilotés par Monsieur le Préfet, avec l'ensemble des élus, parce que c'est ensemble qu'on pourra apporter cette réponse et c'est ensemble qu'on va persuader l'Europe de répondre aux besoins des marins-pêcheurs, notamment d'investissement sur leurs moyens de pêche. Après une halte à la marina du Marin, la ministre a poursuivi sa visite cet après-midi à Fort-de-France sur les questions notamment de l'indivision. Rejointe par la ministre du Travail, elle achève cette deuxième journée sur notre île par un entretien avec Alfred Marie-Jeanne. Une autre ministre est en Martinique, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Elle est arrivée cet après-midi pour une visite de 24 heures. Elle a présenté les grands axes de son déplacement au micro de Loïc Régis et Sandrine Claude. Écoutez. Nous avons beaucoup de sujets à évoquer avec aussi bien la collectivité, les partenaires sociaux, et aussi tous les partenaires de l'apprentissage, de la formation. Ma grande priorité, ce sera le sujet d'apprentissage, de formation, d'emploi des jeunes. Et puis aussi le dialogue social, puisque avec ma collègue Annick Girardin, ministre des Outre-mer, nous aurons demain matin une table ronde dans le cadre des assises des Outre-mer sur le dialogue social. Et puis demain, je visiterai le centre d'apprentissage et des actions innovantes en matière d'emploi des jeunes. Ce qu'on peut faire, c'est aider la collectivité, les partenaires sociaux, les acteurs socio-économiques à avoir un environnement favorable au développement de l'emploi et notamment l'emploi des jeunes. Je crois que c'est une grande priorité. On ne peut pas avoir une si grande partie de la population jeune qui se vit
avec pas beaucoup d'espoir. Donc la qualification des jeunes, l'emploi des jeunes, ça sera la grande priorité. Je pourrais vous en dire plus demain, quand j'aurai vu tout le monde et écouté. Voilà, ça va être beaucoup d'échanges et il y aura des actions. Voilà pour ces visites ministérielles dominicales. Retour à Sainte-Luce maintenant, une opération de capture du poisson-lion. Ce matin, des dizaines de plongeurs étaient invités à chasser cette espèce jugée indésirable. Elle menacerait la biodiversité de l'aire marine de la commune. L'initiative visait également à redorer le blason de ce poisson venimeux, trop peu consommé. Le reportage de Loïc Régis et de Sandrine Claude. 3 heures de pêche et près de 30 kilos de poisson-lion ramenés à quai. La ressource est importante dans les eaux de Sainte-Luce, mais elle est peu consommée. J'ai entendu parler que c'était dangereux, que ça mangeait tous les autres poissons et c'est pourquoi que j'avais peur de manger. La mauvaise réputation du poisson-lion lui colle aux écailles. Pourtant, il serait assez facile à capturer, autant pour les pêcheurs professionnels que pour les amateurs. Par sécurité, il y a juste quelques recommandations à suivre. Tout le monde peut s'y mettre. En termes de sécurité, en fait, il y a 2 types d'équipements sur le bateau et dans l'eau. Dans l'eau, on va essayer d'avoir les fouettes et des gants. Et sur le bateau, on va avoir des chaufferettes, puisque le venin du poisson-lion est thermolabile, c'est-à-dire qu'il va se désagréger avec la température. Le fruit de la pêche du jour est présenté au public. L'occasion d'enseigner directement de précieux conseils. Nettoyer un poisson-lion, c'est assez facile finalement. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Une fois que c'est découpé, donc vous levez tout ce qui va pouvoir piquer. Peu en vogue dans les restaurants de la place, certains cuisiniers l'affichent parfois à la carte. Hervé sait comment s'y prendre. Il faut les cailler ou lever les filets, prendre des gros ou lever des beaux filets, les désarrêter. Et après, ça dépend comment le client il veut sa préparation. Soit grillé, soit poêlé, huile d'olive, épices dans l'huile d'olive avec un peu de beurre et poêlé très vite. Le poisson-lion est un obstacle au développement de la biodiversité dans les fonds lucéens. La mairie, en partenariat avec les professionnels de la mer, organise une vaste campagne de pêche de la rascasse, le premier volet du projet Action Waliwa, une démarche de repeuplement marin des eaux de la commune. Nous souhaitons en fait faire diminuer la ressource en poisson-lion de façon à pouvoir laisser de l'espace en fait aux poissons pour qu'ils puissent évoluer. Et le projet Waliwa en fait a un projet phare, c'est de mettre en place une zone de plantation de coraux. Les campagnes de pêche d'envergure auront lieu tous les trimestres. Les poissons capturés ce matin ont été gracieusement distribués à la population sous forme de blaf ou de grillades. La Martinique a un nouveau prêtre, il s'appelle Gaëtan Présent. L'ordination a eu lieu cet après-midi à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Le père Gaëtan Présent était jusqu'à présent diacre. À 29 ans, il est le plus jeune prêtre du diocèse, image signée Johan Boulard. Il est venu du ciel, le Père Noël est arrivé en Martinique directement du pôle Nord. Une dizaine d'enfants l'attendaient ce matin. Le reportage de Johan Boulard. Après un périple aérien long et tumultueux, le barbu le plus célèbre vient de poser le pied sur l'île. En plus, il fait 35 degrés chez vous, donc effectivement, c'est pas évident. De là où je viens, il fait un petit peu plus froid, donc ça me va, mais sinon, je tiens bon. Un voyage qui a débuté depuis le pôle Nord, où il réside 363 jours par an. Une vie entièrement consacrée aux fêtes de Noël. La plupart du temps, je fabrique les jouets. Donc je suis en pleine fabrication avec mes lutins. Mais aujourd'hui, il a décidé de passer un moment privilégié avec les enfants. C'est l'île de la Martinique qu'il a choisie. Alors ici, on s'est fait belle pour l'occasion et on attend le Père Noël de pied ferme. Liste de cadeaux en tête. Un berceau, une poupée, un cheval et une voiture à ma taille. Je ne sais pas si elle va rentrer. Et puis aussi, je veux une voiture télécommandée comme Manon, mais je veux qu'elle soit rose et bleue. Alors, quand il atterrit, pour ainsi dire, on est tout heureux. Ah mais je crois que c'est lui, hein. On va l'accueillir. Allez, go, c'est parti, on peut aller le voir. Go, 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 go. Je vais récupérer des listes que je vais tamponner
Et j'ai un autre rendez-vous. Donc, direction ce centre commercial où l'homme à la longue barbe blanche rejoint Cassandra, sa lutine préférée. S'il vous plaît, vous allez faire la mère Noël se fâche avec moi. Nous sommes proches, mais je suis la lutine du Père Noël et non la mère Noël. J'accueille les enfants, je lui pose sur lui, il s'en occupe. Comme ce sont ses enfants aussi, voilà. Un moment de partage qui émerveille même le plus grand. C'est émouvant quoi en fait et que je voulais faire partager le petit, cette émotion quoi, la même que j'ai eue. On avait hâte de le voir pour avoir des cadeaux surtout. Parce qu'on était très sages. Bah oui c'est vrai, même plus de 40 ans après on est encore sages alors. Le cousin de Saint-Nicolas a distribué bien du bonheur en cette journée, en attendant une autre distribution, celle des cadeaux, le soir du réveillon. Et nous sommes plus qu'à 7 jours du réveillon. Peut-on se passer de cochon pendant cette période de fête? Oui, selon une association qui a organisé un chanté Noël, les convives avaient le choix entre des mets traditionnels, mais aussi bio et végétariens. Le reportage de Camille Joseph et Philippe Olili. À première vue, voilà un cantique de plus qui ressemble à tous les autres. L'ambiance est la même, mais la différence se cache dans les gamelles. Comme on mange mal pendant toute l'année, c'est le moment de se dire qu'on peut manger autrement et de façon festive. Et justement, c'est pour ça que Fouchette La Villa a proposé à l'association de la corporation des cuisiniers pâtissiers de Martinique de faire un ragoût de légumes pour associer au ragoût de cochon et montrer aux gens qu'on peut manger sainement, sans forcément des choses grasses, et manger avec plaisir en fait. Un chanté Noël qui répond à un nouveau mode de vie, celui du sans gluten, vegan, végétarien ou simplement par un souci d'hygiène alimentaire. On garde toujours le socle, donc pas de grand ligname, tout ce qui tourne, le jambon et tout. Mais malheureusement, la vie évolue, il y a des gens qui ne mangent pas de cochon, il y a des gens qui font des allergies à tout ça, donc on est obligé de s'adapter. Il y a du piment végétarien, des herbes locales, bien sûr il y a de l'huile d'olive et puis un peu d'herbes de Provence. Voilà, dès qu'on a fait mijoter tout cela et puis pour obtenir ce résultat. Qui n'est autre que le ragoût de légumes. L'idée d'un cantique qui propose une alimentation variée aux invités ne laisse pas indifférent, même si le choix n'est pas toujours évident. J'opte la santé et c'est excellent. C'est juste pour goûter. Les gens changent, donc la tradition change aussi. Donc je ne vois pas la différence entre un ragoût de légumes et un ragoût de marché, puisqu'il y a des gens qui sont végétariens. Le corps balance, mais le corps l'emporte. Un rendez-vous qui séduit de par le fait qu'il permet à ceux qui aiment les chanter Noël de continuer à donner de la voix, tout en ayant le privilège de manger différemment. Les clichés d'une vie au centre hospitalier universitaire de Martinique, un photographe professionnel a décidé de s'installer dans un service de l'établissement de santé. Dans son viseur, les patients et le travail des acteurs de la santé. Le reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Nicolas est un photographe autodidacte. Avec son objectif, il a sillonné l'Asie, l'Australie et l'Afrique avant de poser ses bagages en Martinique. Ce baroudeur plonge aujourd'hui dans l'inconnu, l'univers médical. Et c'est au détour des couloirs des services qu'il trouve son inspiration. Donc après, quand il aura gagné en amplitude, il pourra travailler musculairement. Il y a beaucoup de chaleur humaine, il y a beaucoup de... Tout à l'heure, j'ai été happé par un son. En fait, c'était une infirmière qui encourageait quelqu'un. Voilà, cette chaleur humaine que j'ai déjà sentie beaucoup en réa parce que les patients ils n'étaient pas conscients, mais tout le corps hospitalier il était là derrière et l'étendue du travail en fait qu'on voit pas parfois. Voilà, je sais pas, moi ça me parle, tout ce qui est positif en général me parle beaucoup et j'ai l'impression qu'à l'hôpital, malgré cet environnement qu'on peut croire austère, froid, etc. C'est dans cette chambre du service de médecine physique et de réadaptation que Nicolas a installé son studio. C'est ici qu'il compose. Mais aussi où les patients
peuvent venir interagir sur l'image, puisque vu que l'image c'est juste la base, c'est juste une base. Moi, j'ai un travail plastique dessus, mais ça m'intéresse aussi d'avoir leur regard ou leur touche. J'ai fait des recherches sur l'empathie, j'ai découvert cette thérapie par le miroir que je retrouve ici en fait, que je retrouve ici en pratique, que j'avais jamais vu à l'œuvre, et donc qui donne. Enfin, ça c'est une photo de l'action même de la thérapie par le miroir, mais du coup moi ce que je vais essayer de traduire, c'est tout ce qu'il y a autour, tout ce que ça représente. La présence du photographe ne passe pas inaperçue dans le service. Un cabinet de curiosité pour le personnel soignant et une influence positive sur les patients selon eux. C'est pour eux une autre activité et puis une autre vie et puis un autre regard de leur future vie au sein de l'hôpital. Une passerelle intéressante qui leur permettra de, il me semble, mieux réagir dans l'avenir, parce qu'un handicap, c'est jamais évident à accepter. Ça demande du temps et c'est un outil peut-être important pour les porter et leur permettre d'évoluer de façon intéressante. Une collaboration qui tenait à cœur au chef du service. L'idée de faire rentrer de l'art et des démarches artistiques dans ces problématiques-là, c'était la possibilité de montrer que en fait, le handicap, ça fait aussi partie de la vie, on peut s'en remettre, on peut continuer à vivre avec des déficits, dans une situation de handicap. La vie ne s'arrête pas après l'AVC, même si la vie change, même si les problématiques sont différentes, la suite, c'est quand même la vie. La veille de Noël, Nicolas quittera son studio éphémère. En janvier prochain, l'intégralité de son travail, réalisé dans les services, sera exposée à l'hôpital Pierre Zobda-Kittmann et Mangovulsin. Littérature maintenant avec notre invité ce soir, Gaëlle Octavia, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes martiniquaise, auteure, vous avez écrit des pièces de théâtre et vous êtes en ce moment sur le feu médiatique, notamment grâce à votre roman, votre premier roman, La fin de Mam Baby, qui est sorti aux éditions Gallimard en août de cette année. Alors avant de rentrer dans ce roman, d'abord comment vous prenez ce bel accueil? Vous avez reçu un prix d'ailleurs. Alors, c'est un encouragement et évidemment, c'est une joie parce que je crois qu'il y a 500 à 600 romans qui sortent à chaque rentrée littéraire. Donc il se trouve que c'est mon premier roman, donc je ne pouvais pas savoir s'il allait émerger de cette marée ou s'il allait se perdre dans tout ça. Donc c'est très important pour moi, oui, qu'il ait réussi à se faire une place dans la rentrée littéraire, qu'il ait été remarqué, qu'il ait fait partie donc, de sélection de prix et puis qu'il en ait notamment, même, donc je précise, la mention spéciale du prix voilà. Whippler. Qu'est-ce que ça représente, ce prix? C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire d'abord ça veut dire que le roman a trouvé sa place en fait dans la rentrée, donc dans ce flot de livres, qu'il a su séduire un jury. Je suis particulièrement heureuse d'avoir été primée par le prix Whippler parce que c'est un prix qui en général couronne des écritures très exigeantes et très singulières en fait. Et c'est vrai que c'est un roman assez singulier qui peut peut-être dérouter. Alors justement, un roman singulier, d'abord le lieu. Le quartier, c'est là que va se dérouler l'intrigue, mais le quartier n'est pas nommé, on ne sait pas si on est à Paris, en région parisienne, on ne sait pas si on est en Martinique, même s'il y a des immeubles. C'était pour dérouter un petit peu le lecteur? Alors non, c'était pas pour dérouter le lecteur, c'était plutôt pour me permettre en fait de mettre dans ce quartier des choses que j'ai puisées dans différents lieux. Et ça, disons que la fiction me libérait du réel, tout en me permettant d'inventer un lieu qui serait vrai, en fait, qui serait vrai plutôt qu'être réel, dans le sens où je pouvais y mettre tout ce qui m'intéressait, en fait, et qui servait cette intrigue que je déroule dans ce roman. Alors justement, l'histoire, quatre femmes, vous parlez de leur relation entre elles, parfois assez difficile, mais aussi surtout de leur relation par rapport aux hommes. Et vous voulez démystifier le mythe de la femme solide antillaise. Oui, donc dans ce roman, j'ai voulu raconter 4 chemins de femmes, en fait. 4 femmes qui sont en quête d'elles-mêmes, qui essaient de donner un sens à leur vie. Et toutes sont placées dans une situation, donc étant dans ce quartier que je définis essentiellement comme violent,
et où la violence est beaucoup le fait des hommes, hein, même si ce n'est pas seulement le cas. Donc il fallait que ces femmes trouvent leur place, et en fait, à cette violence, elles ont chacune une réponse qui est différente, elles ont chacune un chemin. Ce qui m'intéressait, c'était de confronter ces chemins, de voir à quel moment ils se croisaient et à quel moment ils divergeaient, en fait. Alors, celle qui va lier tous ces destins, c'est Mame Baby, une femme qui va rencontrer aussi beaucoup de difficultés. Justement, l'intrigue, c'est la fin de Mame Baby. Alors, d'abord, Mame Baby, d'où vient ce prénom? Alors, c'est un nom. Alors, Mame Baby, dans le roman, c'est le seul personnage à avoir un prénom et un nom. Les autres personnages ont éventuellement un prénom. Il y a aussi des personnes dont on parle qui n'ont ni nom ni prénom. Mais Mame Baby a un prénom et un nom que j'ai voulu situer, puisque elle a quand même un nom africain. Donc j'avais envie qu'elle soit africaine. Donc c'était peut-être une forme de fantasme en tant que caribéenne, puisque nous sommes des afro-descendants. Mais on connaît souvent très mal l'Afrique. Il est rare qu'on y ait mis les pieds. Donc on a comme ça cette Afrique fantasmée, et peut-être que Mame Baby, c'est tout simplement mon africaine rêvée. Donc c'est un personnage plutôt solaire, hein, dans toute cette grisaille de ce quartier qui est difficile. C'est le personnage qui s'est pris en main et qui apporte de la lumière aux autres, et aux autres femmes en particulier. Alors c'est un sujet d'actualité, hein, les relations entre les hommes et les femmes, et surtout les relations difficiles. C'est vrai qu'on entend parler depuis plusieurs semaines, il y a eu des affaires qui ont révélé des violences, etc. Vous, quel regard vous portez sur tout cela? Alors, sur le mouvement, le hashtag Balance ton porc, le hashtag MeToo, etc., moi d'abord je vois une libération de la parole. Et je pense que c'est très important. Alors, après, on peut discuter de la forme, etc., mais c'est très important, je pense, qu'il y ait cette libération de la parole et que les victimes aient pris la parole sous des formes variées. Et que, alors, ça a eu des conséquences concrètes, qui restent finalement... J'entends parfois des gens craindre des débordements. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de débordements. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de témoignages qui restent anonymes, dans le sens où le nom de l'agresseur n'est pas révélé. La loi protège quand même les gens, hein. Il y a des lois contre la diffamation, etc. En revanche, il y a eu des cas quand même où, j'ai envie de dire, ça a fait tomber des têtes, mais il est avéré que ces personnes sévissaient depuis des années, et il est extrêmement troublant et glaçant de se rendre compte que pendant des années, voire des dizaines d'années, ces personnes ont bénéficié d'une impunité totale qui était quand même le fait du silence dont étaient entourées ces pratiques. Donc le fait qu'un silence aussi pesant et aussi lourd de conséquences soit brisé, il me semble que c'est extrêmement important. Et c'est peut-être l'occasion, et j'espère que ça le sera concrètement, on verra ce que ça va donner, si ça sera un feu de paille ou pas, l'occasion vraiment de redéfinir les relations entre les hommes et les femmes, et de se poser la question, et c'est là que ça rejoint peut-être mon roman. Effectivement, dans mon roman, la plupart des personnages du roman semblent convaincus que la virilité est indissociable de la violence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un homme, un vrai, si d'une certaine manière on n'exerce pas de l'autorité, de la violence, et quelque chose d'un petit peu abusif quand même, hein, sur les femmes. Et donc, plutôt que d'être dans une position où on va accuser des personnes, moi je préférerais que tout le monde, absolument tout le monde, réfléchisse à son propre comportement, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs, les hommes dans leur comportement, vraiment, chacun, au lieu de se dire, bon, il y a ceux qui sont balancés dans Balance ton porc, mais moi je ne suis pas comme ça, dire, bon, qu'est-ce qui dans mon comportement pourrait être problématique? Est-ce qu'il ne faut pas que je revoie un petit peu ma façon de faire? Et votre livre d'ailleurs pose un petit peu ces questions, notamment sur les relations des hommes et des femmes. Merci beaucoup Gaëlle Octavia d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes en séance de dédicace mercredi à la librairie Alexandre, également samedi à la librairie Papillon Bleu. Merci d'avoir été l'invité de ce journal. Merci à vous. Restez avec nous. À suivre dans votre édition, nous irons en Guyane où la mairie de Cayenne a mis des bernes à disposition des habitants désirant de se débarrasser d'encombrants en cette période de fin d'année. Les coulisses de l'élection de Miss France, c'était hier soir. La Martiniquaise Laure Anaïs Abidal a fait partie des 12 finalistes. Et puis votre page sport, les images de la 78e course du souvenir et la 6e victoire consécutive du club péléen chez les hommes.
En Guyane, donc, la problématique des dépôts sauvages observés dans plusieurs quartiers de Cayenne en cette période de fin d'année. Certaines rues sont encombrées par des électroménagers et autres déchets volumineux. Pour y faire face, la ville a mis à disposition des habitants une benne à ordures. Le reportage de Pierre Tréfaux. Les habitants de Pleuhermel débarrassent leur quartier. Ce matin, la ville de Cayenne, en association avec la CACL, ont mis en place des bennes destinées à un grand nettoyage du quartier pour les fêtes de fin d'année. Nous avons remarqué depuis quelques années que pour la fête de fin d'année, les habitants, en tout cas les riverains des quartiers, changent leurs meubles, changent les appareils électroménagers. Du coup, on les retrouve un peu partout dans les rues, devant leurs maisons. On s'est dit, en tout cas, Madame le maire a eu la bonne idée de venir avec l'initiative de l'opération Je débarrasse mon quartier, qui permettrait à la population d'avoir un endroit précis pour déposer les ordures ménagères, les électroménagers et autres. Pour les riverains, le problème vient des habitants venant des autres quartiers et qui déposent leurs déchets. C'est pas nous qui jetons fatra ici comme ça, mais c'est les gens qui sont de l'autre côté, qui viennent jeter fatra, qui viennent tout ça qui est pour jeter, vieux meubles, tout bagaille net, qui viennent jeter à terre des fois, mouka là on pas dire rien. Parce que mon viennent jeter les jeunes poubelles là qui puis les jeter, les délibérer mais et c'est nous mêmes qui connaissons qui ça nous café comme vraiment les poubelles là c'est nous les café chez. Ce dispositif collectif et expérimental vise à sensibiliser la population sur le tri des déchets encombrants. Cela ne concerne pas les déchets ménagers qui ont des conteneurs spécifiques. Le problème, c'est que comme tout ce qui concerne les déchets, souvent ces carcasses sont enlevées. 5 minutes après, vous revenez, ces carcasses reviennent. Ils sont déposés, on les enlève et on les met sur une plateforme de compostage, enfin traitée par une entreprise qui se trouve sur la route de Dégradé-Cannes. Le service de collecte de porte-à-porte est toujours maintenu. La benne sera mise à disposition dans plusieurs quartiers de la ville de Cayenne jusqu'au 22 décembre. Les coulisses de l'élection de Miss France étaient hier soir à Châteauroux. La Martiniquaise Laure Anaïs Abidal a fait partie des 12 finalistes et aussi les autres Miss, notamment de l'Outre-mer, notamment la Guyanaise, ainsi que la Réunionnaise. Le reportage de notre correspondant Éric Dupuis. Et après une Miss France blonde, une brune, une à la crinière de lionne, pourquoi pas une rousse ? Il n'y a pas eu de coup sur coup comme l'espérait Miss Guyane. La couronne de Miss France repart en hexagone. Miss Nord-Pas-de-Calais succède à la Guyanaise Alicia Eliès qui a achevé son année de Miss tout en beauté. Je n'ai pas encore réalisé que ça y est, mon année est terminée. Je suis vraiment très contente, parce qu'en plus j'ai eu l'occasion de lui parler plusieurs fois durant son aventure, de lui donner quelques conseils. Elle a assuré, donc c'est à elle de gagner ce soir. Je suis vraiment très contente pour elle et je pourrais partager avec elle mon expérience. Et quand est-ce que tu rentres en Guyane alors moi je rentrerai quelques jours, je vais me prendre quelques vacances, mais quand, ce sera une surprise. Celle qui avait la lourde tâche de lui succéder en représentant la Guyane n'a pas démérité en atteignant la finale. On pensait que je n'aurais pas fait partie des finalistes et pourtant j'y suis. Alors je suis très satisfaite. Et tu gardes quoi de manière générale de ce concours, de cette cérémonie Donc c'est allé très vite. Finalement je n'ai pas été aussi stressée que je le pensais. Et donc j'ai pris plaisir sur scène et c'est un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire. Même parcours pour la deuxième dauphine de Miss Martinique dont la soirée a été à l'image de son aventure Miss France. Il y a eu beaucoup de rebondissements, ça n'a pas été facile, les gens n'ont pas été forcément gentils tout le temps, mais je suis fière, j'y suis arrivée, je suis dans le top 12 de Miss France et ça personne ne pourra me le retirer. Elle n'a pas été retenue parmi les 12 finalistes, mais Miss Guadeloupe est fière de son parcours. Parce que je suis restée moi-même du début jusqu'à la fin. Après c'est vrai que c'était un peu difficile puisque j'étais la Benjamine de la promo. Mais au-delà de ça, voilà, je suis très très fière et je suis très contente de retourner en Guadeloupe du coup. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces Miss pourront en effet passer les fêtes de fin d'année auprès des leurs dans leur territoire respectif. Voilà pour les images de cette élection et bravo à Maëva Cook, Miss Nord-Pas-de-Calais qui a été élue hier soir Miss France 2018. C'est l'heure de passer au sport.
Et on commence ce journal des sports avec de la course à pied, la 78e édition de la course du souvenir, remportée chez les femmes par le Golden Star et chez les hommes par le Club Péléen. 115 participants ont pris le départ pour ce relais de 36 km. Les images signées José Le Chartier. C'est avec Félix Fanjateino que le Golden Star atomise d'entrée de jeu la concurrence. Très vite, les écarts se creusent. La Goldeniste relègue la mairie sportive, l'Athletic Club Saléen, le Golden Star 2 et l'Aiglon à plus d'une quarantaine de secondes. Fonja a trouvé son rythme, ce qui lui permet de transmettre le témoin avec une confortable avance à Géraldine Rago. Successivement à la mairie sportive, l'ACS et l'Aiglon entament le juge de paix de cette deuxième étape, la côte du domaine de l'Émeraude. Chez les hommes, l'Athletic Club Saléen prend les commandes dès l'entame de la course jusqu'au 5e relais. Une fois les difficultés passées, le club péléen, jusque-là alors englué au classement, revient. Philippe Marie atomise ses adversaires. À l'Alma, le club péléen vient en tête. Avant la 6e étape, la CS est second, la mairie sportive est 3e, l'Aiglon est 4e. Plus avant Colson, le duel ACS Mairie Sportive bat son plein. À ce jeu, c'est Francky Favre qui gagne. Il relègue Noïlé à la 3e place provisoire. Cette avance est de courte durée. Marc-André Agricole refait le retard de son équipe à l'avant-dernier relais. Les Péléens caracolent toujours en tête, suivis de la mairie sportive et de l'ACS. Lors de la dernière étape, l'ordre des équipes reste inchangé. Au final, le club péléen s'impose, suivi de la mairie sportive et de l'ACS. L'Aiglon du Lamentin échoue au pied du podium. J'avais au moins une 37, une 40 de retard. J'ai fait la montée à peu près à un temps assez élevé. Et puis j'ai plongé tout de suite et puis je savais que j'allais revenir peut-être au moins. J'ai dit au moins à 1000 mètres de l'arrivée, je suis capable de revenir sur la fin. À 1000 mètres, je sais que j'allais revenir. L'équipe a bien tourné, l'équipe était bien soudée. À la première jusqu'à la dernière étape, on était complet. Chez les femmes, le Golden Star 1 s'impose devant la mairie sportive et l'ACS. Voilà pour cette belle course. On passe au reste de l'actualité sportive avec le résumé de José Le Chartier et Karine Chassol. Outre la victoire qualificative du réveil sportif, notons celle d'autres formations de pré-national, l'ASC Dillon-Doubout, l'USC Ducos, l'Étoile de Gondo, l'USC Citron et le TS franciscain. La surprise ou demi-surprise est venue de l'élimination de Sainte-Anne-Cap 110. Pour le reste, notez la qualification des quarts de finale de l'Igi-Redoute. Chez les femmes, ces 8e de finale ne proposaient que 3 matchs entre formations de pré-national. L'Arsenal, l'USC Citron et l'Entente Esmondaise gauloise en sont ressortis vainqueurs. Qualification de l'Aiglon, du réveil sportif de l'ASC d'Orsay Fourniol et du Club Sport. Une rencontre referme ce tour de coupe en ce moment même. Nous y reviendrons demain. Et outre cette victoire ducossaise, le Wax a défait le basketball samaritain sur le score de 78-73 et le Golden Lion a pris le meilleur sur les Black Stars 66-57. Avant le dernier match de cette 9e journée de N3 prévu mercredi, au classement, le Wax est leader avec 1 point d'avance sur le Golden Lion et 4 sur l'US ducossaise et la gauloise. Chez les femmes, une seule rencontre a eu lieu. Le Golden Lion a battu les Black Stars 63-40.
En football, clôture de la 12e journée du championnat de Régional 1 hier soir. L'Émulation a remporté sa deuxième victoire de la saison. Les Chalchérois ont battu les Foyalais du Goodluck 2-0. Au classement, pour rappel, le Racing passera les fêtes en tête. Les Pilotins ont 1 point d'avance sur l'Aiglon et 2 sur le club colonial. Et la Samaritaine, le Golden Lion et le club franciscain suivent. En bas de tableau, l'Émulation gagne une place devant le 16 Casse-Pilote et la Lanterne Rouge, la JS Eucalyptus. En volleyball féminin, le choc de la 10e journée du championnat d'excellence a tourné à l'avantage de l'espoir. Les Lucéennes ont disposé des Idéennes sur le score de 3-7-0. Le Rayon a battu le Smash Club 3-7-2. Au classement, les Lucéennes ont 6 points d'avance sur l'Éveil et 9 sur le Rayon. Chez les hommes, une seule rencontre a eu lieu. Le Rayon a pris le meilleur sur les Glons du Lamentin, 3-7-0. En natation, début ce matin du meeting Crédit Mutuel. Cette compétition qualificative pour les Carifta Games qui auront lieu à la Jamaïque fin mars et les championnats de France a rassemblé un peu plus d'une centaine de nageurs à la piscine communautaire du Lamentin. À l'issue des différentes séries, quelques noms s'illustrent déjà. Aux 100 mètres papillon messieurs, Anthony Curton du François Natation Club. Aux 50 mètres d'eau, Kylian Badian du Chalcha Natation 2000. Chez les femmes, Noah Martial du François Natation Club réalise le doublé en 50 mètres d'eau et 100 mètres papillon. En tir à l'arc ce matin, une vingtaine d'archers se sont affrontés sur le pas de tir du Mousquet au Lamentin. Cette compétition compte pour le championnat de la Martinique. Elle est aussi qualificative pour la sélection de Martinique en vue des Jeux de Barranquilla qui se dérouleront en Colombie. À l'issue de la journée, en arc classique, chez les femmes, victoire de Catherine Fontaine du TSCP. Toujours en arc classique chez les hommes, c'est Michel Frédéric du Lamentin qui se pose. Les sélectionnés qui représenteront la Martinique lors des Jeux de Barranquilla au mois de juillet sont en arc classique Catherine Fontaine et Christian Comte, en arc à poulie Alan Virgile et Sandrine Berlin. La Ligue de karaté a organisé cet après-midi le premier championnat de Krav Maga à l'UHIL. 2 clubs ont représenté la discipline, le Tricéphale de Fort-de-France et le Universal Krav Maga des Trois-Îlets. Au total, 27 compétiteurs. Chaque club a pu démontrer sa technique et son savoir-faire en 1 minute 30 par équipe de 2 ou en équipe mixte. À l'issue de la compétition en mix chez les seniors, c'est le couple Anthony Humeau-Sacha Ostan du Universal Krav Maga qui s'impose. Dans la catégorie cadet équipe mixte, Lucie Gascoin-Charles-Édouard 1100. Par équipe, Anne Clément, Johan Carbaza du Tricéphale. Quelques mots pour clôturer ce journal des sports. La joie des handballeuses françaises, elles sont au sommet de leur discipline. Double championne du monde cet après-midi. Elles ont battu la Norvège 23-21 en finale. Dans l'équipe figurent de nombreuses Antillaises, Alison Pinceau, Alison Pinault, Lorissa Landre, Orlane Canor et la Guyanaise Béatrice Edwige. Bravo! On jette un coup d'œil sur le planning de l'EFS. Demain matin, le camion de l'établissement français du sang sera au Lorrain, place de la mairie, entre 8h et 13h. Pour rappel, vous pouvez vous rendre à la maison du don de 9h à 16h à l'hôpital Pierre Zobda Kitman. Et c'est la fin de cette tranche info. Avant de quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans cette édition. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, deuxième jour de visite en Martinique. Ce dimanche était consacré au secteur de la pêche. Les professionnels demandent des mesures de financement, l'accélération des effacements des dettes sociales et la protection de la ressource. Une opération lancée à Sainte-Luce pour favoriser la chasse au poisson-lion, un produit de la mer peu apprécié, craint pour son caractère venimeux. Il menacerait notamment l'aire marine de Sainte-Luce. Il est arrivé par les airs, vous le voyez, vous l'avez vu, la première journée du Père Noël en Martinique. À une semaine du réveillon, il a rencontré quelques enfants, les plus sages bien sûr. Et puis une ambiance de chanter Noël aux saveurs particulières avec des mets bio, végétariens ou véganes. Un régal pour les participants, une façon de se mettre au vert. Je vous rappelle juste après ce journal l'information nationale avec BFM TV, suivi de la météo. À 20h, votre téléfilm du dimanche soir, Le Père Noël est tombé sur la tête. Joyeux anniversaire au réalisateur de ce journal, Claude Ted, qui fait ce soir ses 43 ans. Demain, vous retrouverez Sabrina Doré pour votre tranche info. Excellente soirée et merci de votre fidélité.